Einstein s'est-il trompé? 1927. Einstein et Bohr s'affrontent dans un face-à-face historique. Autour de cette expérience aussi célèbre qu'angoissante. L'expérience des fentes de Young, ou expérience de la double fente. Qui avait raison dans ce débat? Aujourd'hui, nous avons peut-être enfin une réponse. Si Einstein avait gagné, toute la mécanique quantique devrait être démolie et reconstruite. Si Bohr avait gagné, alors cette controverse qui dure depuis un siècle pourrait enfin prendre fin. Cette année même, des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology ont réalisé une nouvelle version de l'expérience de la double fente. Cette expérience n'a pas seulement mis un point final au débat, elle a aussi ouvert la voie à de toutes nouvelles technologies quantiques. Pour comprendre ce qui est en jeu, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement l'expérience de la double fente. Il y a plus de 200 ans, Thomas Young a mené une expérience. Il a laissé passer des photons à travers deux fentes étroites. En toute logique, si la lumière est faite de particules, on devrait voir deux taches lumineuses sur l'écran de détection. Mais contre toute attente, les photons ont produit une série de franges claires et sombres, exactement comme des ondulations à la surface d'un étang. Cela montrait que la lumière ne se comportait pas comme une particule, mais comme une onde. Puis quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Lorsque les scientifiques ont installé des détecteurs pour observer la trajectoire des photons, la lumière est discrètement revenue à un comportement de particule. Sur l'écran, il ne restait plus que deux taches lumineuses normales. Après de nombreuses répétitions, les scientifiques sont arrivés à une conclusion stupéfiante. La manière dont la lumière se comporte dépend du fait qu'on l'observe ou non, comme si elle savait qu'on était en train de la regarder. Par la suite, plusieurs versions améliorées de cette expérience ont vu le jour, chacune plus déroutante que la précédente. Avant chaque nouvelle version, on se disait « Cette fois, tu ne peux pas savoir que je t'observe ». Et pourtant, sans exception, la lumière semblait toujours trouver un moyen de savoir qu'elle était mesurée. Même l'analyse différée et l'effacement des données, des approches extrêmement prudentes, n'y changeaient rien. La lumière semblait capable de prévoir si elle allait être observée, et de choisir son comportement à l'avance. Ces découvertes ont provoqué une véritable onde de choc dans la communauté scientifique, et déclenché des débats acharnés. Lors de la conférence de Solvay en 1927, Einstein et Bohr se sont affrontés directement. Einstein a alors imaginé un coup de génie, capable de forcer la lumière à montrer simultanément ses deux visages, ondes et particules. Il proposa de monter les deux fentes sur des ressorts, afin qu'elles puissent bouger. Ainsi, lorsqu'un photon passerait, il pousserait légèrement la fente, comme un oiseau frôlant une branche. Einstein pensait qu'en mesurant cette minuscule impulsion, on pourrait déterminer le chemin du photon, tout en continuant à observer des franges d'interférence sur l'écran. On verrait alors à la fois la nature corpusculaire et la nature ondulatoire de la lumière. Deux coups en un seul. Bohr répondit que c'était absolument impossible. Il souleva deux objections. La première reposait sur le principe d'incertitude de Heisenberg. Des fentes qui paraissent fixes à l'échelle macroscopique ne sont jamais réellement immobiles à l'échelle microscopique. Elles présentent toujours des fluctuations. Il est donc impossible de mesurer précisément l'impulsion du photon. La deuxième objection était la suivante. Le simple fait de vouloir mesurer cette impulsion, pour suivre la trajectoire du photon, perturberait tout le système. Les franges d'interférence disparaîtraient forcément ou s'atténueraient, selon les lois de la mécanique quantique. Certaines grandeurs ne peuvent tout simplement pas être mesurées avec précision en même temps, comme la position et la vitesse. Si l'on veut observer la nature corpusculaire de la lumière, il faut sacrifier son interférence ondulatoire. Le message de Bohr était clair. Il faut choisir quel photon vous mesurez. Ce photon ne manifestera pas de comportement ondulatoire. Le débat est resté dans l'impasse pendant des décennies. Pendant des dizaines d'années, personne n'a pu trancher définitivement la question, à l'aide d'une seule expérience. Tout au long du XXe siècle, les scientifiques ont réalisé d'innombrables expériences de double fente, avec des photons, des électrons, et même de grosses molécules. Les résultats allaient tous dans le sens de Bohr. Dès que l'on cherche à savoir par quel chemin est passée la particule, les franges d'interférence disparaissent. Mais cela ne suffisait pas à prouver qu'Einstein avait tort, car avec les outils de l'époque, il était tout simplement impossible de recréer les conditions exactes du jeu d'Ankh-expériment d'Einstein. Pourtant, l'idée d'Einstein était beaucoup trop séduisante. C'est pourquoi ce défi a continué d'attirer les scientifiques, jusqu'à ce que, près de 100 ans plus tard, des technologies quantiques extrêmement avancées permettent enfin de la tester réellement. En 2025, une équipe du MIT a finalement réalisé une version presque parfaite de l'expérience de la double fente, spécialement conçue pour répondre à cette question ultime. Le prix Nobel Wolfgang Ketterl déclara avec émotion qu'Einstein et Bohr n'auraient jamais imaginé, même dans leurs rêves les plus fous, que nous pourrions un jour réaliser de telles expériences, avec des atomes et des photons individuels. Alors, comment ont-ils procédé? Et qu'ont-ils découvert? Les scientifiques du MIT ont complètement renversé l'approche traditionnelle. Ils n'ont pas utilisé de fentes découpées dans une plaque métallique, mais les objets les plus petits possibles.
des atomes. Ils ont considéré l'espace entre deux atomes comme une fente microscopique, avec laquelle les photons pouvaient interagir. Ils ont disposé plus de 10 000 atomes, dans une structure semblable à un cristal, appelé réseau optique. Chaque site du réseau contenait exactement un atome, séparé des autres et sans interférence mutuelle. Ils ont choisi deux types d'atomes, aux propriétés totalement différentes, le lithium-7 et le dysprosium-162, afin de s'assurer que les résultats ne soient pas dus à un matériau particulier. Tous les atomes ont été refroidis, à une température proche du zéro absolu, à seulement quelques microkelvins. À une température aussi basse, les atomes bougent à peine, et peuvent être contrôlés avec une précision quantique. Pour créer les fentes, l'équipe a utilisé une rangée de faisceaux laser, comme pièges optiques. On peut imaginer ces lasers comme de minuscules ressorts invisibles, qui maintiennent chaque atome fermement en place. En ajustant l'intensité des lasers, il était possible de contrôler la force avec laquelle les atomes étaient confinés. Une fois tout prêt, les photons sont entrés en scène. Les chercheurs ont utilisé une source lumineuse extrêmement faible, si faible qu'en moyenne. Un seul photon interagissait avec les atomes à la fois. Chaque photon avait la même mission que dans l'expérience originale. Interagir avec deux atomes voisins du réseau, comme s'ils traversaient deux fentes. Keter l'expliqua. Nous avons créé une toute nouvelle version de l'expérience de la double fente. Ces atomes individuels sont les plus petites fentes qu'il soit possible de fabriquer. Chaque photon pouvait soit interagir directement avec un seul atome, soit entrer dans un état de superposition quantique, et interagir simultanément avec les deux atomes. En réduisant l'expérience aux photons et aux atomes, les chercheurs sont revenus à l'essence la plus pure de la physique quantique, sans aucune impureté ni perturbation. C'était la réalisation parfaite, dans le monde réel, de l'expérience de pensée d'Einstein. Un point crucial était le suivant. L'équipe s'assurait que chaque atome n'interagisse au maximum qu'avec un seul photon. Ainsi, le photon conservait pleinement ses propriétés lorsqu'il interagissait entre les deux atomes. En parallèle, les chercheurs ont préparé des milliers de paires d'atomes identiques. Cela leur a permis de répéter de nombreuses émissions de photons uniques et d'accumuler une image claire sur la caméra. L'avantage majeur de cette méthode est qu'elle permet d'observer de manière nette et précise les résultats de l'expérience et le comportement des particules, entièrement contrôlés par les conditions expérimentales, sans être affectés par de grandes fentes ou des équipements encombrants susceptibles d'introduire des erreurs. Puis les résultats sont tombés. La réponse est claire. Le degré de comportement ondulatoire dépend de la force avec laquelle les atomes sont confinés. Lorsque les atomes sont solidement fixés et immobiles, cela revient à ne collecter aucune information de trajectoire. Le photon se comporte alors comme une onde et produit des interférences. Lorsque les atomes sont relâchés, l'impact du photon peut les faire bouger et laisser une information de trajectoire. Dès que cette information existe, l'interférence disparaît et la lumière redevient une particule. Les scientifiques expliquent que plus un atome est faiblement confiné, plus sa position devient floue. Plus la position est floue, plus il est facile pour un photon de le pousser et d'enregistrer sa trajectoire. En d'autres termes, augmenter le flou des atomes fait apparaître le photon davantage comme une particule, car son chemin devient plus facile à révéler. A l'inverse, confiner plus fortement les atomes réduit le flou, et le photon se comporte davantage comme une onde, car aucun atome ne peut alors révéler son information. L'équipe a même ajusté avec une extrême précision la force de confinement, jusqu'à trouver un point d'équilibre étonnant. À ce point précis, environ la moitié des photons se comportaient comme des ondes, et l'autre moitié comme des particules. Dans cet état d'équilibre, la visibilité des franges d'interférence chutait exactement à 50%, et la probabilité d'obtenir l'information de trajectoire d'un photon était elle aussi exactement de 50%. Cela correspondait parfaitement aux prédictions de la théorie quantique. Ce contrôle d'une précision extrême a confirmé de manière éclatante la position défendue par Bohr depuis toujours. Vouloir connaître le chemin d'un photon implique nécessairement de sacrifier son interférence. C'est une règle absolue, dictée par le principe d'incertitude. Ce résultat n'est pas seulement une démonstration élégante, c'est aussi un jalon majeur de la physique quantique. Pour la première fois, dans le cadre de la dualité onde-particule, les principes de complémentarité et d'incertitude de Heisenberg ont été vérifiés directement, en utilisant des photons uniques et une paire d'atomes comme fente idéale. L'expérience a éliminé toutes les perturbations et failles possibles, rendant les résultats d'une clarté exceptionnelle. Elle confirme une fois de plus que la nature se comporte exactement comme le prédit la théorie quantique, même à l'échelle d'une seule particule ou d'un seul atome. Elle met enfin un point final au célèbre débat entre Einstein et Bohr, et constitue, un siècle plus tard, une preuve éclatante de la justesse de la position de Bohr. Mais au-delà de ce règlement historique, l'expérience révèle aussi un nouvel outil extrêmement puissant pour la recherche quantique. Utiliser des réseaux d'atomes ultra-froids, comme fente quantique, est une technique entièrement nouvelle.
Elle offre désormais aux scientifiques une plateforme inédite pour explorer avec une précision extrême une grande variété de phénomènes quantiques. Les chercheurs peuvent placer les atomes dans différents états quantiques, voire mettre les atomes eux-mêmes en superposition, existant simultanément en deux endroits, et observer comment cela affecte la diffusion de la lumière. En réalité, l'équipe du MIT envisage déjà des expériences de suivi encore plus complexes. Peut-être utiliser des atomes en superposition, ou faire se chevaucher et interagir les paquets d'ondes de deux atomes, afin de découvrir de nouvelles formes d'interférence et d'intrication. Chaque atome du réseau peut même s'intriquer avec ses voisins, ouvrant la voie à une modélisation claire et à une visualisation directe des phénomènes d'intrication. Un autre aspect important est l'effaceur quantique. Ce dispositif permet de contrôler si l'information de trajectoire est conservée ou effacée, ce qui le rend particulièrement adapté à ce type d'expérience. Par exemple, l'équipe peut d'abord laisser les photons se diffuser, puis ajuster ou mesurer l'état des atomes, afin d'effacer efficacement l'information de trajectoire et de faire réapparaître l'interférence. De telles expériences permettront d'approfondir notre compréhension de la manière dont l'information et la mesure influencent la réalité elle-même. Enfin, il y a une dimension symbolique. L'année 2025 a été déclarée Année internationale des sciences et technologies quantiques, pour célébrer le centenaire de la naissance de la mécanique quantique. Résoudre, précisément cette année-là, l'une des plus anciennes et des plus célèbres controverses de la théorie quantique, revêt une signification particulière. Mais cette expérience prouve-t-elle vraiment, de manière définitive, qu'Einstein avait tort? Existe-t-il encore des failles non découvertes, ou de nouvelles théories que nous ne maîtrisons pas encore? Si vous avez votre propre point de vue, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.